Et aujourd'hui, dans votre grand angle, cette question, le Sahel peut-il devenir le nouvel Afghanistan? La victoire des talibans sera-t-elle un chemin à suivre pour les groupes terroristes dans la région? On en parle avec vous, Ousmane Diaye, vous êtes rédacteur en chef Central Afrique sur TV5 Monde. Gilles Doronsoro par Skype, chercheur spécialiste de l'Afghanistan, et par Skype également, nous serons tout à l'heure avec Youssouf Sangaré, islamologue et historien. D'abord cette question. La chute de Kaboul peut-elle devenir un symbole de résistance à l'Occident pour la constellation djihadiste? Ousmane Diaye. En fait, je pense que depuis une décennie, l'Afghanistan, les moudjahidines sont déjà une figure de la résistance face à l'Occident au Sahel. Il faut toujours revenir au commencement, au début du djihadisme dans sa forme actuelle au Sahel. Au début, il y a l'Afghanistan. Au début, il y a le référentiel à l'Afghanistan. Il faut quand même se rappeler que AQMI prend germe dans le nord du Mali avec les anciens du GSPC algérien qui sont affiliés, qui sont des ex-moudjahidines, et que l'insurrection djihadiste en Afrique de l'Ouest, au Mali, est menée par AQMI. AQMI, donc, affilié à l'Afghanistan. AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est pas Al-Qaïda au Maghreb ou au Sahel en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs... Al-Qaïda avec qui les talibans ont des liens historiques. Hein. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, le chef actuel du djihad dans le nord du Mali s'appelle Yad Agali. Yad Agali a fait allégeance à AQMI. Donc, fondamentalement, la base idéologique, il y a une continuité idéologique et historique du djihad en Afghanistan et du djihad au Sahel. Gilles Doronsoro, vous partagez cette analyse d'Ousmane Diaye? Oui, alors je crois qu'il n'y a pas de lien très direct, mais effectivement, l'Afghanistan, c'est la matrice notamment d'Al-Qaïda, mais de beaucoup de mouvements transnationaux, en fait, puisque Al-Qaïda est né des contacts qui n'avaient pas exactement d'Afghanistan, mais plutôt au Pakistan, dans les années 80. C'est tout ce milieu djihadiste. Alors maintenant, il y a une différence assez fondamentale, c'est que le mouvement taliban, notamment, est un mouvement nationaliste qui ne projette pas du tout à l'extérieur. C'est une des questions, oui, c'est une des questions que je voulais vous poser. Les talibans ont un objectif précis, prendre la tête de l'État, on vient de le voir. En ce qui concerne les groupes djihadistes au Sahel, ce n'est pas le programme du tout, a priori. Peut-être qu'il va changer. Non, parce que la logique est un peu différente, en fait. Les mouvements islamistes, enfin en tout cas radicaux, aujourd'hui au Sahel, sont des mouvements transnationaux, quasiment par nature. C'est très difficile de les voir se cantonner simplement au Mali, au Niger, au Burkina. C'est donc une logique qui est intrinsèquement différente. Et j'allais dire, il y a deux autres différences majeures. C'est que ces 20 dernières années, les talibans ont eu un monopole du djihad en Afghanistan, si on exclut quelques groupes marginaux. Et aujourd'hui, dans la situation sahélienne, globalement, vous avez une concurrence entre des groupes. Vous n'avez pas de monopole pour un groupe. Il y a beaucoup de groupes, c'est complexe, c'est des groupes où il y a de la fluidité. Et donc ça crée une situation intrinsèquement différente et j'allais dire beaucoup plus déstabilisante au Sahel que ça n'est en Afghanistan. Aujourd'hui, bon, le régime est tombé en Afghanistan, les talibans sont au pouvoir, point, ça s'arrête là fondamentalement. Je crois que le Sahel, c'est une vague révolutionnaire qui est régionale et qui est beaucoup plus profonde. C'est également l'analyse que vous partagez. Oui, je suis d'accord. C'est des mouvements internationalistes au Sahel. Enfin, vous voyez très bien que dans le mouvement, il y a, la question de la nationalité est très peu et très secondaire. Maintenant, il y a quand même un point commun qu'on retrouve. C'est-à-dire le point commun, c'est les contradictions du monde occidental face à ce qui est considéré comme un totalitarisme. Vous prenez le cas de l'Afghanistan, de la zone de l'Afghanistan, c'est comme si le camp occidental reproduisait les mêmes incohérences qui conduisent à un renforcement du discours djihadiste. Je m'explique. C'est pour ça qu'on parle tellement de l'effet miroir, de toute façon, entre ce qui se passe là-bas et au Sahel. Vous prenez l'Afghanistan, vous prenez le Sahel, le projet des Européens, c'est un modèle démocratique qu'ils veulent imposer, en tout cas qu'ils veulent faire admettre. Nation building, construire la nation. Enfin, il y a eu un projet de reconstruction du Mali, il y a eu un projet de reconstruction de l'Afghanistan. Et en fait, là où c'est très compliqué, c'est-à-dire les valeurs qui justifient, qui légitiment le projet occidental, ou le projet des Occidentaux, est bafoué même par les Occidentaux. Aujourd'hui, les opinions publiques du Sahel n'arrivent pas à comprendre que la France mène une guerre au nom des valeurs démocratiques et que le principal allié de la France n'est pas une démocratie, c'est le Tchad.
Le principal allié des Américains au Sahel, c'est le Tchad. En Afghanistan aussi, de l'autre côté, la même chose. C'est-à-dire, du point de vue doctrinaire, du point de vue idéologique, qu'est-ce qui fait la différence entre les talibans et le régime de l'Arabie saoudite? On coupe des mains à gauche, à droite, mais l'Arabie saoudite est comme par magie dans le camp des démocrates, dans le camp des alliés. Et ces contradictions sont intenables et de plus en plus, ils rendent illégitime l'intervention militaire, notamment au Sahel. Les populations ne peuvent plus entendre que la présence militaire française occidentale au nom de la démocratie est légitime, elle est soupçonnée, elle est défiée, et il y a une forte manifestation contre ces présences militaires au Sahel. Gilles de Ronsoro, oui, est-ce que vous partagez, j'imagine, également ces propos? Il y a une défiance au Sahel face aux forces françaises, et en même temps, il y a une inquiétude aussi, malgré tout, face à ces groupes djihadistes. Une inquiétude de qui, vous voulez dire? De la population. De la population, alors... Bon, la question est extraordinairement compliquée parce que ça nous ramène directement à la question de l'État, en fait. Je crois que ce qu'ont fait les Occidentaux pendant 20 ans en Afghanistan, c'est avoir un discours sur la construction d'un État démocratique, et c'est une pratique qui était extraordinairement contraire à ces principes. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que ce qu'on a fait en Afghanistan, c'est tout de la démocratie. On a couvert la manipulation des élections, des fraudes massives. On a monté des milices avec des criminels de guerre. On a favorisé l'installation d'un système de corruption massive dont les entreprises occidentales ont bénéficié en premier lieu et dont je ne vois pas en quoi véritablement le modèle qu'on a cherché à imposer il était démocratique. Et si on parle du Sahel, la question est un peu différente puisqu'il n'y a pas de reconstruction de l'État véritablement après 2013. C'est-à-dire qu'au contraire, on continue à protéger une classe politique profondément corrompue, pour dire les choses comme elles sont, un système de déconstruction de l'État, puisque ce qui se passe au Mali actuellement, c'est une disparition progressive de l'État. Et donc, on a en fait le vrai point commun entre le Sahel et l'Afghanistan, c'est les politiques occidentales. Dans les deux, on va avoir le même résultat, c'est-à-dire la disparition de l'État et des formes alternatives de justice, etc. Gilles de Ronsoro, voilà, vous parliez de cette absence d'État. On sait que les populations au Mali, justement, sont attaquées notamment par les groupes djihadistes, mais aussi par une partie des forces de l'armée. On va justement aller au Mali, à Bamako. Regardez ce reportage de Kaourou Magassa, où le scénario afghan inquiète malgré tout une partie de la population. Reportage. Au Mali, aux portes du désert, la prise de Kaboul par les talibans rappelle l'invasion puis l'occupation de la ville de Tombouctou par les groupes armés terroristes en 2012. Ils ont commencé à imposer la charia, ils ont commencé à demander aux femmes de se voiler, aux jeunes garçons de couper les pantalons ou bien de les raccourcir, de ne plus écouter de la musique, de ne plus regarder la télé, de ne plus jouer au football. Donc ça a été un choc vraiment qu'on n'a pas pu... Ça a été difficile pour nous en réalité, pour les populations, de vivre ça. Pour les habitants de la ville, l'Afghanistan n'est pas le Mali. Contrairement aux talibans, les djihadistes du Sahel n'ont jamais gouverné et ne disposent pas d'une large base politique au sein des populations. Il y a une partie de la population qui s'est rébellée et c'est par le biais de ces rebelles que d'autres forces obscures sont entrées au Mali et sont rentrées dans la danse, si on peut le dire. Dans cette région où les habitants sont à 90% musulmans, un islam tolérant est pratiqué depuis des siècles. La libération des régions du nord du pays à la faveur d'une intervention française a été largement saluée. Pourtant, en 8 ans de présence, les forces internationales peinent à contenir les attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et de l'État islamique au Grand Sahara. Il ne faut pas écarter la possibilité que ces groupes-là se réunissent en réalité pour un objectif commun, c'est-à-dire aller prendre l'État. Mais une fois que cet objectif-là commun est atteint, il y aura des difficultés en réalité pour ces groupes-là de s'entendre parce qu'il y a des postures et des idéologies qui sont totalement opposées. Pour éviter un scénario à l'Afghan, les États sahéliens sont interpellés par la mise en œuvre de réformes et de stratégies endogènes de règlement des conflits. Voilà, il y a donc cette crainte qu'un scénario afghan se reproduise au Sahel et notamment donc au Mali comme on vient de le voir. Est-ce qu'il faut négocier avec les groupes djihadistes au Sahel? On a vu ce que ça avait donné avec les accords de Doha et les talibans. Gilles de Ronsoro. Alors, en toute amitié, la question n'est pas très bien posée parce que la question... Vous avez le droit de le dire.
La question n'est pas de savoir si on négocie, la question est de savoir quand est-ce qu'on négocie. Et on s'est rendu compte qu'avec les talibans, on a raté toutes les opportunités de négociation quand on était en position de force. En 2001, quand les talibans voulaient une amnistie, il y avait une négociation possible, il n'y aurait pas eu de guerre d'Afghanistan, hein, tout simplement. Les talibans seraient rentrés chez eux à Kandahar, ils auraient eu une amnistie, c'était terminé. Il y a eu un deuxième moment où on aurait pu effectivement négocier, c'est en 2011-12. Le retrait de l'OTAN n'était pas fait, on avait encore des moyens de faire pression sur les talibans, il y avait même eu des contacts, ce qu'on appelait les négociations de Chantilly en France. Oui, là c'était possible. Après, c'était trop tard. À un moment donné, le rapport de force sur le terrain est tel que c'est trop tard. Et je dirais que sur le Sahel, on a eu une politique d'inclusion-exclusion un peu arbitraire tout à fait au début de la crise, enfin en 2013, etc., les accords d'Alger. Et je crois qu'en fait, en excluant totalement certains groupes, on les a radicalisés, on les a liés à des intérêts transnationaux. Et je crois qu'aujourd'hui, la perspective de négociation, ça me paraît très compliqué. C'est pas que sur le principe, je crois que ce soit interdit de discuter avec des mondes djihadistes. Hein. Il peut y avoir des solutions, ça dépend des cas. Mais je crois que maintenant, il y a un niveau de radicalisation et surtout, il y a une multiplicité des groupes qui fait qu'il y aura une montée aux enchères. Hein. Et dans ce cas-là, je crois que ça sera très difficile de négocier. Ouais, Ousmane Diaye, c'est l'impasse, hein, si on écoute Gilles de Ronsoro, là. Hein, enfin, c'est l'impasse, mais pour faire le lien à l'Afghanistan, il y a un moment qui est très important à situer. C'est quand les accords de Doha ont commencé, la négociation de Doha a commencé il y a 2 ou 3 ans, il y a eu ce qu'on a appelé le processus de dialogue national au Mali. Et l'argumentaire qui était brandi pour négocier avec les djihadistes, parce qu'au terme de cette rencontre nationale, une des propositions fortes était la négociation avec les djihadistes. C'était de dire les Occidentaux négocient, la guerre avec les djihadistes a fini par une négociation. Donc nous ne comprenons pas notamment la doctrine française, qui a été rappelée par Le Drian et Macron, qui est de dire vous ne négociez pas. Donc il y a un profond désaccord stratégique entre les États du Sahel et le bloc occidental, parce que les Occidentaux négocient en Afghanistan et au Sahel, il y a une ligne rouge, on ne négocie pas. Je voudrais aussi préciser que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles de Ronsoro sur la question de la reconstruction de l'État. Je pense qu'à la fin, quand les Français ont libéré en 2013 le nord du Mali, il y a eu bel et bien eu un projet de reconstruction du Mali. Conférence de Bruxelles, 4 milliards mobilisés. Le vrai problème, c'est qu'il y a eu un échec. Il y a eu une mission de l'Union européenne qui s'appelle l'EUTM, qui depuis 8 ans essaye de reconstruire l'armée malienne, a pour mission de reconstruire l'armée malienne. Et tous les troupes, soi-disant reformées par l'Union européenne, ont pris des défaites mémorables quand ils sont partis dans le nord. Donc il y a un processus d'échec de la reconstruction au Mali, comme c'est le cas en Afghanistan. Merci Ousmane Diaye, merci Gilles de Ronsoro. On arrive déjà à la fin de ce débat passionnant, trop rapide. Merci d'avoir été avec nous.